Donc, ce soir, nous entamons la chérie complète. Alors voilà, nous entamons le deuxième chapitre de Archaon. Et j'ai pas... Enfin, comment dire c'est un chapitre, c'est le deuxième chapitre du cinquième livre, pardon, mais techniquement sur l'échelle intégrale de la fin des temps, c'est bien le 20e chapitre ce soir. Et on va essayer de présenter tout ça. Bonsoir Champêtre. Et aujourd'hui je suis en direct, c'est un peu de rhum à chaque cependant. Allez Tigon, pas de soucis. Allez, pas de soucis. J'ai préparé ma bassine et mon sopalin, on peut y aller. Pas de masturbation pendant les streams, s'il vous plaît, c'est une règle. Enfin, de mon côté, pas du vôtre, vous faites ce que vous voulez. Bref, alors ça y est, on doit rentrer dans le dur, je suis pas prêt. Non, ouais, là, vraiment... Donc voilà, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas streamé de la fin des temps. Donc remettons-nous un petit peu. Alors ceux qui n'ont pas vu les derniers lives, là, les dernières rediffs, c'est pas très grave. Je vais vous spoiler un petit truc vite fait, sans trop entrer dans les détails, mais... il ne reste que 3 trucs que le chaos n'a pas détruit ou contaminé ou corrompu. Il reste 3 trucs. Il reste Averheim, la dernière cité impériale encore debout avec Karl Franz à l'intérieur. Il reste Atel-Lorraine qui a à l'intérieur de ses rangs quasiment l'intégralité des incarnations de vent de magie, sauf les cieux par Karl Franz. La bête, on ne sait pas où elle est. Le métal, parce que Thorgrim est un con qui n'a pas voulu prendre le pouvoir. Et le feu, qui est possédé par une Grim. Aberheim ne se passe pas bien du tout. Sopalin, masturbation, rentrer dans le dur. Oui, que veux-tu, Quentin, j'y peux rien. Regardez les derniers streams, vous aurez qu'est-ce qui se passe à Averheim. Et là, on va parler en fait de la dernière incarnation dont on sait qu'elle n'est pas en Atel-Lorraine. C'est donc Nagash. Nagash, qui est l'incarnation du vent de la mort, hein, maintenant. Voilà. Le feu, il s'est embrasé, ouais, c'est ça. Et là, on va avoir le point de vue, parce que, je le rappelle bien, on va avoir le retour de personnages qu'on n'a pas vus depuis plusieurs romans, littéralement. Je vous rappelle bien que c'est le 5e bouquin. La dernière fois qu'on a entendu parler de morts-vivants nommés, c'était à la fin de Aldorf. Donc c'était à la fin de Glotkin. En tout cas, des morts-vivants importants, parce qu'on en a eu quelques apparitions pendant Tankol ou quoi que ce soit, mais vraiment aux F tiers. On va revoir Vlad d'ailleurs, ça fait un moment. Et bien justement, voilà, Night Dust, ce soir même, tu sauras que... Regardez-moi ça. Regardez-moi cet icono absolument superbe, cet artwork incroyable d'un Vlad dégueulasse, hein, on est bien d'accord, mais qui quand même reste dans le Tchad. Mon Dieu, c'est beau. Voilà, alors regardez-y, c'est qui? Donc c'est Vlad, hein, pour les ignorants. C'est Vlad von Karstein. Bon, pas au mieux de sa forme, en tout cas dans sa forme vampirique totale. Rip Neferata, on va en reparler, hein, n'oubliez pas. Il a la tronche du parfait petit beau-fils. Ouais, c'est ça, complètement. Salut Turkoum. Ce que on va vivre ce soir, ça va être dur pour beaucoup. Je le sens bien. J'espère qu'il va revenir dans ta timeline. On verra. Où est-ce qu'on les avait laissés, ces morts-vivants? Où est-ce qu'on les avait laissés depuis, au final, soit la fin du premier roman, hein, Nagash, il n'a eu aucune incidence pendant 3 livres, hein, pendant tout ce qui se passe dans Kane, tout ce qui se passe dans Tankol, tout ce qui se passe dans Glotkin, il ne fait absolument rien. Pourquoi? Alors on va remettre le contexte. Ah, ça y est, mon truc rebug encore, excusez-moi. Nagash a conquis tous ses rivaux. Voilà. Il est le maître de la mort, littéralement. Nagash est le grand champion, la première des incarnations à être arrivée sur Terre. Incarnation des vents de magie, hein, le grand teasing de Warhammer End Times. Et il a vaincu Settra, il a vaincu tous les rois des tombes, il a soumis tous les morts-vivants qu'il pouvait, et il a créé ces fameux Mortarques, donc ces grands lieutenants, en la personne, alors que je ne me trompe, de Harkon, donc voilà qu'Harkon des Dragons de Sang, qui est passé à Khorne et qui a été tué. Le capitaine Harkon aussi de la Côte Vampire, Luthor Harkon,
Luthor Harkon, qui est son grand amiral, Vlad, bien évidemment, qui l'a fait revenir à la vie parce qu'il connaissait l'Empire. Alors il y a aussi le Sans-Nom, un espèce d'esprit nécromancien surpuissant. Arcane, bien évidemment, Arcane qui est son premier lieutenant et son plus fidèle. Krell, Neferata, je dois en oublier, mais on s'en fout un peu en fait des autres. Bref. Et Manfred, j'ai oublié Manfred, excusez-moi, Manfred qui est un Mortark aussi. Et donc, pourquoi on n'a pas entendu parler de Nagash depuis le début, depuis qu'il est là en fait? Eh bien parce que Nagash se pense déjà au-dessus des problèmes de l'incarnation du chaos en la personne d'Archaon. Nagash se pense déjà tellement puissant par le fait qu'il ait soumis les rois des tombes et qu'il ait soumis la magie de la mort elle-même, qu'il ne fait absolument rien, il ne fait que emmagasiner le pouvoir en Sylvanie. Pourquoi pas chez les rois des tombes, pourquoi en Sylvanie? Parce que ça aide beaucoup le scénario. Ce qui fait que la pyramide noire de Nagash, est bien en Sylvanie. Il y en a certains qui ne me croyaient pas. Ah, excusez-moi, ça m'énerve, mais à chaque fois il me fait ça. Je sais pas pourquoi. La pyramide noire de Nagash est donc bien en Sylvanie. Il l'a fait traverser le monde. Les bazookas du chaos et les tueuses naines du chaos sont bien officielles dans le lore. Tu penses que je les mettras? Aucune idée, Quentin. Les bazookas, oui. Les tueuses naines du chaos, non, ça me dit rien. Est-ce qu'il a un Tela, t'es plus là? Non, malheureusement, il n'a pas piqué cette magie aux orques de 40k. Je le comprends un peu qu'il pète plus haut que son cul. Il a déjà mangé un dieu. Ouais, alors il a mangé un dieu, on est d'accord. Il a avalé le pouvoir d'Ashurian, je crois, le dieu solaire des Nécariens. Ce n'est qu'une simple pyramide. Les hommes lézards sont dans l'espace. Oui, voilà, c'est ça. On va dire ça. Et en gros, pourquoi Nagash reste en retrait? Pourquoi il est en Sylvanie avec sa pyramide noire? Précision importante, il est avec sa pyramide noire en Sylvanie. Il est avec tous ses Mortarks, mais aussi avec tous les rois des tombes qui l'ont suivi. Donc la Sylvanie, c'est le coin le plus peuplé du monde, mais seulement si tu comptes les morts. Voilà. Donc en gros, là, vraiment, la Sylvanie, imaginez, hein, la Sylvanie possède en son sein même Nagash, incarnation du vent de la mort. À l'intérieur, en plus de la Sylvanie, vous trouvez la pyramide noire de Nagash, qui est le catalyseur complet de toute l'énergie de la mort du monde maintenant, avec Nagash en son centre. Et vous avez en plus la terre en elle-même de Sylvanie, qui a été fortifiée magiquement par les ossements de Manfred, et en plus derrière, qui est voilée d'un nuage de ténèbres depuis des années. Et bien tout ça, parce que Nagash ne se sent... Alors, orgueilleusement, il se sent plus fort que les dieux, mais il sait qu'il y a un peu une couille dans le gigot. Et donc, il continue à emmagasiner du pouvoir par le réceptacle de sa pyramide noire pour tout simplement continuer à gagner du pouvoir, pour arriver à ses fins, dominer le monde, détruire les dieux du chaos, bref, tout ça. Voilà. Tout streamer René. Ouais, complètement champette, ça me va très bien. Ça me va très bien pour la fin du stream, avec plaisir. Même les scavettes vont galérer à le déloger de Nagash. Ah non, mais là c'est chaud, hein. Là c'est chaud. Dominer le monde, of course, bien évidemment. Le même plan que tous les jours, Minus. Conquérir le monde. J'ai la ref. Donc voilà pourquoi on n'entend pas parler de Nagash. Voilà pourquoi on n'entend pas parler de Nagash. En revanche, pourquoi tous ces autres lieutenants on n'entend pas parler non plus, donc tous les mortarks que je viens de vous parler? Parce que c'est bien acceptable de les mettre dans la Sylvanie pour éviter qu'ils foutent du bordel. Enfin, ils les laissent en Sylvanie pour éviter que ça foute du bordel. Oubliez les rois des tombes, hein, d'accord? Les rois des tombes ne sont même pas cités, mis à part une personne qui est citée lors de ce chapitre entier. La personne qui sera citée lors de ce chapitre ne sera ni plus ni moins que Khalida,
Khalida qui sera citée dans ce chapitre. Alors, pas montrer aucune incidence dans la partie, ne rêvez pas, hein, aucune incidence dans l'importance, juste qu'elle est citée parce que Nagash sait qu'il ne peut plus rien attendre des Néhécariens, des rois des tombes, parce que tous leurs meilleurs rois sont morts ou il les a détruits, sauf Khalida, qui a même droit à une petite phrase, une petite ligne dans le texte, que Nagash peut considérer comme son égal en termes de génie. Nagash, qui pense ça en une ligne de Khalida. Pas mal. Ouais. Alors voilà, paye le génie. Vous allez voir, terrible erreur. Monumentale erreur. Étonnant, connaissant l'ego du gars. Exactement. Ouais, il veut pécho, ouais, c'est exactement ça. En même temps, le génie de Nagash vole pas très haut. C'est ça en fait. C'est là qu'est absolument tout le problème. On est bien d'accord. Donc, hop, attendez, excusez-moi, je règle mon truc. Parce que comme je dis, l'icono, ça va être un peu le bordel ce soir. J'ai pas eu le temps d'en faire beaucoup. Là, très bien. Hop, et je remets la bonne scène. Derrière, après, les autres Mortarques. Alors, les autres Mortarques, Vlad en lui-même. Vlad n'est plus le même depuis la bataille d'Aldorf. Alors, je sais, je suis désolé pour ses fans, mais Vlad est extrêmement affaibli depuis qu'il a combattu à Aldorf, donc fin de Glotkin, deuxième livre. Parce que certes, il a permis de vaincre les Glotkin, la surpuissance envoyée par Nurgle, mais même s'il a réussi à devenir compte-électeur officiellement, même s'il a sauvé une parcelle de l'Empire en personne de la capitale qui n'a servi à rien, on est bien d'accord. Bonsoir Tomrinda. Il est empoisonné. Il est empoisonné, Vlad, par le fléau des Glotkin. Hein. Il a eu la mauvaise idée de boire une essence de l'âme des Glotkin avec sa fameuse épée vampirique, ce qui était un piège, bien sûr, et qui est donc en train de le tuer à petit feu. En gros, Vlad se soigne se maintient par le fait qu'il utilise de la magie nécromantique pour éviter que le fléau se répande en lui. Mais plus il bouge, plus il balance des sorts, plus il fait quelque chose, plus il s'empoisonne. Voilà, donc pensez bien à ça quand on va parler de Vlad toute la soirée. Salut Komodo. Derrière après, je vais activer ma carte piège, c'est ça. Krell est resté celui qu'il a toujours été. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire là-dessus. Ah merde, excusez-moi, je me gourre encore. Ah putain, mais pas ça. Le misclic. Là, voilà, excusez-moi. Manfred, lui, est le grand floué. Voilà. Un vampire prince électeur. Comte électeur, mais oui, c'est ça. Manfred, lui, est... petit Mass Effect des familles, bien évidemment. Manfred, lui, est le grand floué de toute cette histoire, bien évidemment. Manfred s'est vu dépossédé de la Sylvanie, au final, parce que Nagash est venu s'installer dedans. Manfred s'est vu dépossédé du pouvoir des Von Karstein parce que Vlad est revenu. Manfred s'est vu dépossédé de la puissance de son pouvoir, là aussi assimilé par Nagash. Bref, Manfred a les crocs. Voilà, Manfred n'est pas content. Manfred n'est pas content du tout. Et surtout, il sent que la merde se développe énormément parce que Neferata a quitté la Sylvanie depuis longtemps. Elle a quitté la Sylvanie parce qu'elle ne voulait pas rester aux proximités de Nagash. Encore une fois, c'était très pratique pour le scénario qu'elle ne soit pas là, alors qu'elle revient dans quelques heures. Hein. Enfin, dans quelques minutes, vous allez voir qu'elle revient, mais c'est de la merde. Oui, il a les crocs, j'avais choisi ma blague, hein, on est d'accord. Et tout simplement, vu que Neferata est partie parce qu'elle ne voulait pas rester avec lui, pas rester à côté de Nagash, etc. Bref, c'est la merde chez les morts-vivants. C'est la merde chez les morts-vivants. Et le seul qui a l'air d'en avoir quelque chose à foutre, que les morts-vivants ne foutent rien, et dans leur orgueil se pensent déjà beaucoup trop puissants, eh ben c'est Vlad. C'est le seul qui pense un peu à ça,
en se disant non mais les gars, comprenez qu'on est grave dans la merde. Ça va vous jouer des tours. Le seul truc, c'est que Vlad vient de partir. Rappelez-vous, Vlad vient de partir de la Sylvanie avec Gelt dans les épisodes précédents, bien sûr. Ceux qui n'ont pas vu les rediffs de YouTube, parce qu'elles ne sont pas publiées sur YouTube, c'est pas très grave, vous inquiétez pas, je vous spoilerai pas. Mais ce qui fait qu'il ne reste en Sylvanie maintenant plus que Manfred, Krell, Arcane et Luthor Harkon. Il en reste 4, sans compter Nagash bien évidemment. Neferata étant parti. Et Vlad étant parti aussi. Vlad le rappeur, non pas celui-là. Ce qui fait que le chaos envoie enfin son attaque sur la Sylvanie. Il envoie son attaque en Sylvanie un peu après que Archaon ait quitté Middenheim, sachant que Luthor Harkon est à moitié cinglé. Alors il n'est pas à moitié cinglé, il est complètement cinglé, mais voilà. En gros, l'attaque qui va survenir, donc printemps 2528, été 2528, hein, vous voyez. Donc c'est l'assaut de la Sylvanie. La Sylvanie, la terre de la nuit, la terre des morts, le truc qui ne peut jamais tomber malade, le truc qui ne se fatigue jamais, le truc qui ne s'empoisonne pas, enfin, sauf scénario empoisonnement du scénario de Nurgle. Que Nurgle techniquement a connu la défaite à Aldorf et que toutes ces grandes puissances sont donc détruites, et on sait comment fonctionne Nurgle. Nurgle est un dieu qui est extrêmement aléatoire. Il peut aller d'une puissance totale qui peut presque conquérir l'intégralité des désolations du chaos lors d'une épidémie, et après l'épidémie sa force s'écroule parce qu'il est fluctuant, il est Nurgle, c'est la maladie. Ce qui fait que attaquer la terre des morts, il faut envoyer du lourd. On est d'accord? Parce que l'ennemi que tu attaques, il n'est même pas vraiment vivant. Il a jamais peur. Il panique jamais. Il est incorruptible techniquement, vu qu'il est mort. Il peut pas tomber vraiment malade. Il peut pas se fatiguer. Il dort pas. Donc c'est compliqué d'attaquer un truc comme ça. Et je ne vais dire qu'une chose pour tous ceux qui sont là sur ce stream et qui ont déjà vu beaucoup de streams avant sur la fin des temps. Printemps-été, 3 mois, un chapitre entier, et l'image principale de l'artwork représenté, n'étant pas une force du chaos, c'est Vlad. Est-ce que d'après vous, ça sent bon ou pas? Ça a encore été torché, c'est ça? Indice chez vous, ça sent pas bon. Ça pue sur 20. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vais vous le dire tout de suite. Voilà, je vais vous le dire tout de suite. L'assaut en Sylvanie, ce qui va attaquer la Sylvanie, c'est bien des forces de Nurgle. Ce qui, déjà, de base absolue, ne fonctionne pas. Déjà, de base absolue, ça ne fonctionne pas, vu que Nurgle vient d'exploser en termes de puissance il y a à peine quelques années, et que donc, il est désormais plus faible que les autres dieux. Mais c'est quand même les forces de Nurgle qui attaquent la Sylvanie. Endurance contre endurance, vous allez me dire. J'aime bien l'idée de l'opposition Nurgle mort-vivant. Eh bien justement, Wildebar, pourquoi c'est Nurgle qui y va? Parce que, en effet, Nurgle, dans la définition même des puissances des 4 dieux du chaos, vous regardez tous vos livres d'armée, tout ce que vous voulez, tous les livres qui parlent de JDR. Nurgle déteste et en complète décordance avec la magie de la mort, la magie des morts vivants, la nécromancie. Car Nurgle, c'est son opposé complet. Il est littéralement son opposé complet. Il a donc toutes les qualités pour détruire les morts vivants, vu qu'il ne crée que la vie. Voilà. Nurgle, c'est la vie, exactement. C'est une vie corrompue, certes, mais c'est justement la vie. Et c'est donc Nurgle qui attaque les morts vivants, parce qu'il est justement fait pour ça. Non, c'est le gras. C'est ça. Eh bien, ce qui va attaquer la Sylvanie
va être une armée de Nurgle absolument pas suffisamment nombreuse pour faire tomber la Sylvanie. Ce qui fait que les écrivains sont en problème. Ils se disent, ok, sauf que Nurgle, on vient de le one-shot. Enfin, on vient de le faire. Il a eu un livre entier, Nurgle. Donc, on met quoi? On met Slaanesh? Non, Slaanesh, ça sert à rien. Il n'y a rien à corrompre. Donc, les morts-vivants, ils s'en foutent. Tzeentch? Non, on l'aime pas, donc on n'en fait rien. Kéros est mort. Village a disparu. C'est bon, ils ont eu leur heure. On met Korn? Ah bah non, Korn, on va le mettre au côté où c'est classe. Donc, on va le mettre avec Archaon. Bon, bah, il reste que Nurgle. Ok, mais il n'y a plus de champion à Nurgle. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Nurgle va envoyer sur Terre, je vous rappelle que là le monde est détruit déjà, hein, va envoyer sur Terre 3 démons majeurs, 3 grands immondes pour commander les démons qui attaquent la Sylvanie. Tzeentch était pas mal non plus comme adversaire. Ouais, mais Tzeentch il s'en fout à Game Workshop. Le seul problème, c'est que ça suffit pas. Parce que les morts sont trop nombreux et trop puissants. Donc, le scénario, et là j'ai bien dit le scénario, nous explique que les morts-vivants de Sylvanie seront attaqués par une force de Nurgle, mais surtout par un des Mortarques de Nagash qui passe au chaos et Isabella von Karstein remise en mort vivante par Nurgle et possédée par un démon majeur de Nurgle. La magie. Cependant, j'ai rien compris, mais c'est pas grave. En gros, ceux qui attaquent la Sylvanie, ben c'est un des lieutenants de Nagash qui trahit, et Isabella von Karstein, parce qu'elle est remise sur Terre par Nurgle lui-même, et pas en tant que vivante, en tant que vampire, donc mort-vivante, mais possédée par un démon majeur. Nurgle redonne la vie à une morte. Il redonne la vie à une morte en la laissant mort-vivante. C'est qui entre les nains et les morts-vivants que Nurgle déteste le plus? Bonne question. Comment c'est possible? Ce n'est que... la magie. C'est donc officiellement une vampire du chaos. Comment un Mortarque peut trahir? Ben on a déjà vu ça. Je vous rappelle dans le premier livre que Wallach Archon, le méga champion des dragons de sang descendant d'Aborash lui-même, est passé vampire de corne. Et s'est fait buter par Vlad. Mais vampire de corne. Mais où on vient pas de dire que Nurgle supportait pas les undead, c'est nimp. Oui, mais non, mais voilà. En vrai, c'était une vraie question. Je pensais que tu avais la réponse. En fait, c'était une vraie question. De quoi donc, Quentin? Attends, de quoi? Ah, pardon. Ben, Kugat déteste les nains, mais c'est un démon majeur. Je pense que Nurgle en lui-même déteste plus les morts vivants. D'un autre côté, Nurgle a déjà relevé un de ses champions dans le passé, Valnir le Moissonneur. Alors, je veux bien Kamkaran, mais alors, il a qu'à faire relever Isabella, mais en vivante, pas en mort vivante. Ça, c'est aberrant. C'est officiellement le 3e mort-vivant du chaos et celui qui ne trahit pas est littéralement un ancien champion du chaos. C'est littéralement ça, Champette, tout à fait. Heureusement que les Mortarks sont soumis à Nagash. Oui, hein, heureusement. Heureusement. Et vous savez quoi, la petite cerise sur le cadeau, hein, la petite cerise sur le gâteau de merde. Vous reconnaissez ce personnage? Le fameux sans nom?
Eh bien, le sans-nom, je vous l'ai dit, c'est un esprit nécromancien. Et il possède Luthor Us. Cependant, Voilà. Luthor Us. Le personnage qui était avec Valten et qui a disparu depuis le premier roman. Bah, il s'est fait posséder par un mort-vivant. Et un mort-vivant qui a décidé de trahir pour aller au chaos. Donc vous avez un prêtre sigmarite surpuissant qui s'est fait posséder par un total no-name. On est d'accord que c'est un no-name total, le sans-nom, on n'en a jamais entendu parler, sauf quelques romans obscurs, qui, vous allez voir, devient ultra pété. Et en plus d'être possédé par un mort-vivant, le mort-vivant est un sujet du chaos, donc maintenant. Ça se barre encore plus après en couille ou parce que là c'est chaud? Non mais là ce n'est que de la mise en place là que je vous donne. Hein. Ce n'est que de la mise en place. Hein. Bravo l'incorruptibilité. Voilà, c'est ça. Connery over 9000, c'est ça. Il se débarrasse de l'un des meilleurs personnages de l'Empire en hors-champ comme ça. Littéralement comme ça, Énéric. Littéralement comme ça. C'est l'apéro. Là, c'est l'apéro, ouais. Je crois que même enfant, je faisais des meilleurs scénarios avec mes plus mobiles. Je vais faire des entorses à mon cerveau, là. Donc, ce chapitre n'est qu'un immonde molar envoyé à la gueule des appréciants de Isabella von Karstein, qui n'est donc plus qu'un pantin du chaos, hein, littéralement. Énorme, un gros molar à Nagash, hein, qui va, vous allez vite comprendre, n'être qu'un pigeon pendant tout ce chapitre. Un énorme molar à la tronche du contexte magique du monde de Warhammer qui existe depuis les années 80. Bref, c'est Nawak. Donc je vais arrêter de gagner du temps, hein, et on va parler un petit peu de ce qui se passe durant ce chapitre. Molar et Nurgle, c'est dans le thème, ouais, je suis d'accord. Ça change pas, Nagash le pigeon. Ouais, mais quand même, il y a des moments là, ça devient n'importe quoi. Donc, comment je peux vous résumer ce chapitre? J'arriverai même pas à réfléchir en fait. Bon, en fait, il se passe 3 batailles. Il se passe 3 batailles en l'échelle de 3 mois en Sylvanie. Isabella von Karstein, possédée par un démon de Nurgle, avec le fameux sans nom, ce personnage dont franchement on a compris que c'était un sous-fifre de Mortark puissant, mais on n'en a jamais entendu parler. Allié à 3 démons majeurs de Nurgle, attaque la Sylvanie par le nord. Le nord qui est censé être défendu par Manfred et Luthor Harkon. Enfin, Luthor Harkon était censé protéger l'Est, mais il rejoindra Manfred parce que Luthor Harkon ne suit pas les ordres. Je vous fais un résumé assez rapide. Les forces du chaos vont percer la ligne de fortification de Nagash, enfin de Manfred véritablement, et envahir la Sylvanie. Ils vont envahir la Sylvanie par le nord, sauf que en face, c'est quand même pas n'importe qui. On est bien d'accord que c'est motherfucker pupute numéro 1 masculine, Manfred sur son propre domaine, avec la pyramide noire de Nagash qui booste, et en plus la quasi-totalité des corsaires morts-vivants de Luthor Harkon, qui possèdent donc des armes de tir, qui défendent le nord contre quelques démons, une vampire possédée et un des traîtres Mortark. Merci beaucoup Lord Gardakan, merci beaucoup pour le follow. Donc techniquement, tu es perdant direct. Tu attaques le point fort de l'ennemi avec l'un de ses champions les plus puissants. Manfred, on le troll, mais il est super puissant en vrai. Ah non, mais là il est ultra puissant. Eh bien, vu que ça aurait bloqué en termes de scénario, le sans-nom, donc ce fameux personnage dont on n'a jamais entendu parler avant dans le lore officiel de Warhammer, ou peut-être dans un livre obscur, qui devient possesseur du corps de Luthor Us et qui passe au chaos, va avoir, merci Denaris, va avoir l'un des ups les plus gigantesques
qu'un non-Skaven n'ait jamais eu. Je fais des lives, sort une vidéo de règles par jour. Je dis chapeau. Merci beaucoup, Gasgaz. Merci beaucoup à toi. En gros, lors de la première bataille, qui n'a même pas de plan de bataille, vous savez, normalement, les fins des temps, tu as les deux armées avec leurs détails, etc. C'est trop classe, tu peux voir les troupes. Là, c'est même pas ça. Le sans-nom devient si puissant parce qu'il s'est allié au chaos qu'il peut soumettre à sa propre volonté des morts-vivants qui sont déjà relevés par d'autres vampires qui sont sous leur contrôle. Il peut piquer les liens magiques des pantins d'un vampire ou d'un nécromant avec ses morts-vivants. Eh bien, le sans-nom peut le piquer. Le sans-nom peut le piquer. Vous allez me dire, ok, ça a l'air bizarre. Sauf que ça, le roman nous dit... En fait, c'est très jeu de rôle si on se dit que quelqu'un a fait que des ratés critiques. Ouais, c'est ça. Mais le sans-nom devient si puissant que pendant la première bataille, il ridiculise Manfred et Luthor en 2 frames. Il prend... Alors, pendant que Manfred tue solo, Manfred pendant la bataille, il va tuer solo un démon majeur. Eh bien, le sans-nom va lui piquer les 3/4 de son armée en un seul sort. Et tout d'un coup, l'armée d'invasion de Nurgle, qui était toute petite, devient une menace totale. Parce que Nurgle, par le fait de se traître dans les rangs de Nagash, contrôle autant de morts d'un coup que la Sylvanie. J'ai pas compris. Quelle merde, ça a tellement picolé qu'ils étaient incapables de se relire la veille de la parution. Voilà. Attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Non, attendez, là, c'est que le souper, là. Enfin, non, c'est que le biscuit apéro, là. Il explose pas comme Enrich je sais plus si, mais je crois qu'il avait... Oui, je crois qu'il était mort. Ou non, c'est Elsnitch qui est mort, je crois, en explosant, je crois. C'est Elsnitch. C'est pas le sang. Il n'y a pas des campagnes anti-drogue chez les Anglais, on dit rien. Et la petite surprise sur le gâteau, c'est que pendant cette bataille où Manfred se fait ridiculiser en termes de puissance magique, que Luthor Harkon fait le gros taré sans vraiment suivre les ordres, mais arrive à s'en sortir, que Manfred se fait piquer ses hommes morts-vivants par un no-name, Isabella von Karstein, possédée par le pouvoir d'un démon majeur de Nurgle, a eu un up. Elle aussi, elle a eu un up. Isabella von Karstein, quand elle envahit la Sylvanie pour le compte de Nurgle, elle a un nouveau pouvoir qui fait que si elle touche un mort-vivant, le mort-vivant, quel qu'il soit, devient un hôte du jardin putride. La magie! Le mort-vivant se liquéfie et meurt instant. Merci Todoug, merci beaucoup pour l'année de sub. Merci pour ce travail, c'est toujours un plaisir de te suivre, même si c'est toujours via YouTube. J'aurais une question. Est-ce que le fameux monde inconnu du chaos est gardé par les Bretoniens dans lequel va Haralot a le moins d'importance ou l'utilité dans la fin des temps? Réponse le chapitre prochain. Des fans de Last of Us. Je fonds.
Oui, voilà. En gros, voilà. Voilà. Très bien, Bflix. Très bien, très bien, très bien. En gros, Isabella von Karstein a un pouvoir instantané de trempette sur n'importe quel mort-vivant. Si elle arrive à toucher suffisamment longtemps, elle tue pour de bon, officiel, même aucune cendre ne survit, elle tuera n'importe quel mort-vivant. C'est une mort-vivante, si elle se gratte le cul, elles font aussi. Voilà. Et en gros, ils sont en train de se battre et Isabella, elle joue à chat. Non, non, elle tue des Vargulf, elle tue des Vargeist pour le plaisir. La technique du skadouche, ouais, on pourrait dire ça. Ouais. Et les mains de poussière réincarnées, ouais, ouais. Nurgle fait de la nécromancie, on l'a déjà vu un buveur de sang faire de la magie, alors bon, oui, non, non, mais arrête. Tu sens la mort glorieuse qui arrive. Lui, donc son pouvoir, c'est de faire décomposer les trucs déjà en décomposition. Ouais, mais au niveau Nurgle, Clader. Au niveau Nurgle. C'est-à-dire que tu fonds et tu deviens du mucus dégueulasse. Et tu deviens donc, une fois que tu touches le sol, ben, tu as des plantes mort-vivantes qui naissent. Mais vu que ce sont des plantes, ben, c'est de la vie. Et donc, c'est soumis à Nurgle. En gros, il est décrit que Isabella von Karstein, quand elle avance en Sylvanie, le sol derrière elle devient un sol vivant, mort-vivant. Ah! Mais moi, je crois pas en ce que je dis. Mais moi, je trouve que mes mots, c'est de la merde. À dire à voix haute. Mais putain! Mais Games Workshop, mais pourquoi t'y as pas pensé, quoi? Oh! Des vivants, morts-vivants, mais j'ai mal à mon lore. Schlot le shotgun. Est-ce que c'est pas le plus grand des hasards? Slanesh ne t'aurait pas susurré un rapport de bataille d'initiation Allward avec Squigard. Isabella a tout pompé à École de Miraculeux, c'est une honte. Ouais, non, non, mais... Voilà. Ce que vous dites n'a aucun sens. Donc, vous avez très vite compris, hein, bien évidemment, que cette bataille va être une débâcle complète de Manfred. Manfred et Luther Hartkon vont se faire défoncer. Attention, attention. Quand même, ils ont réussi à tuer un démon majeur de Nurgle. Manfred a bourriné un démon majeur de Nurgle en one by one, en quelques coups d'épée. C'est décrit comme ça dans le livre. Ça dure ça. 2 phrases, une phrase peut-être même. Donc, la méga surpuissance sylvanienne ayant mis 2 Mortar Connor pour en arrêter un seul soumis au chaos et une qui est devenue littéralement un hôte à un démon, se font bourriner. Ils se font bourriner, hein. Vraiment ça dure quelques pages à peine. Et c'est là que entre en compte le scénario, les défenseurs du mort et enterré. Il a perdu son armée à cause d'un apprenti boulanger. Non, non, mais cherchez pas. Ça... Encore une fois, ceci se trouve dans le livre nommé Archaon. Je m'attendais bêtement à ce que Archaon fasse quelque chose. Archaon ne sera même pas présent dans ce chapitre. Si, pardon, non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. On a un morceau où il apparaît. Je vous le dirai, parce que c'est juste un morceau. Oui, alors, tiens, bah, je gagne du temps, j'en parle maintenant. Archaon, il donne un ordre au Skaven à Middenheim, parce qu'il a survécu à Averheim. Hein. Voilà, il a survécu à Averheim, bien évidemment, faut pas rêver. Hein. Et il ordonne aux Skaven de creuser sous Middenheim. Voilà. Voilà, c'était l'apparition d'Archaon dans ce chapitre. Et donc, vont se retrouver prisonniers, englués dans des milliers, des centaines de milliers, pas de démons, des centaines de milliers de morts-vivants qu'ils n'arrivent plus à contrôler. Donc on a Vlad qui est revenu, Manfred von Karstein,
Luthor Harkon, 3 fucking Mortark qui sont bloqués sur place à une taverne dégueulasse qui s'appelle, enfin une espèce de camp fortifié, une espèce de bâtisse fortifiée qui s'appelle Mort et Enterré, qui se font encercler par des centaines de démons et des dizaines de milliers de morts vivants qu'ils ne peuvent pas contrôler. Mais qu'est-ce que... Donc ça, c'est la deuxième bataille. Ça, c'est la deuxième bataille. Putain, monsieur, il a la même courbure budgétaire que Game of Thrones. À la fin, il n'y a plus le temps, ni la passion, ni le bon sens. Manfred est un gros magicien de base, non? Non, mais c'est le plus puissant des mages de toute la table, de toute la table là, hein, techniquement. Hein. J'ai le doigt sur la détente. Attends, c'est qui le vent de la mort déjà? C'est Nagash. Et on est chez lui là. Hein. Là, on est dans sa maison. Hein. Les boss, quand tu les as débloqués en tant que PJ. C'est littéralement ça. Hein. On a retrouvé Caradoc et Perceval, c'est ça. Et donc, alors que l'armée du chaos, composée surtout de morts vivants, avance, l'armée du chaos va avancer en direction du sud, vers justement la position de la pyramide où se trouve Nagash, pour voilà, l'attaquer. Merci Lord Gardakan, merci beaucoup pour le Prime, merci d'avoir choisi cette chaîne. Eh bien, le sans nom et Isabella, avec un des 2 derniers démons majeurs qui commandaient Lost, va attaquer la position où il y a Vlad, où il y a Manfred, où il y a Luthor. Qu'est-ce que je peux vous dire de cette bataille? Qu'est-ce que je peux essayer de vous dire de cette bataille? Alors, cette bataille, c'est une espèce de dernier carré full héros. En fait, l'armée des morts vivants est composée de Templiers de Drakenhof et que de héros après. Que des vampires, des rois ghouls, de Vlad, de Manfred, de Luthor, etc. etc. L'effort est fait pour que ça rende un peu épique le truc, mais l'ambiance est vraiment trop à chier pour que ça rende le truc correctement épique. Face donc à Isabella, un démon majeur et le fameux sans nom. Fais vite comme pour enlever les pansements. En fait, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire parce que ça me saoule déjà en fait d'en parler. En gros, ce qui va se passer, c'est que le démon majeur qui vient attaquer avec Isabella et le sans nom sera détruit. Alors je sais plus exactement qui c'est qui le détruit. Je sais plus vraiment qui. Je crois que c'est Manfred et Luthor Harkon qui arrivent à le battre. Elle est jouable sur la table celle-là? Ouais. Ouais. Je crois que c'est ça. Vous avez Vlad bien évidemment qui est surpuissant, mais c'est lui qui prend les commandes. Il devient un peu le chef de tous les morts vivants entouré d'ennemis. Il sait qu'il y a Isabella en face, hein, il le sait, il l'a vu quand Manfred s'est enfui. Et cette bataille de dernier carré, Manfred, qui est le seul à posséder une créature qui vole, qui a été blessé par Isabella pendant la bataille d'avant, d'où le fait qu'il soit là et qu'il ne se soit pas enfui jusqu'à Nagash. Il l'a soigné en sacrifiant un des grands capitaines de Luthor Hus, pas Dracla. Hein. Cette bataille est un peu n'importe quoi. Vraiment, c'est un peu n'importe quoi. Dracla, hein, le capitaine de Luthor Harkon, sera tué par le démon majeur. Le démon majeur sera tué par Luthor Harkon et Manfred von Karstein. Et voyant qu'ils ne pourront pas tenir, quoi qu'il arrive en même temps, le sans-nom est vraiment trop puissant. En fait, vraiment, le sans-nom est trop puissant. Ce qui fait que dès qu'il relève des morts pour se défendre, les vampires, le sans-nom en prend le contrôle. La magie! Donc, je vous le redis bien. Dès que Manfred, Vlad ou n'importe quel autre vampire relève un mort, le sans-nom en prend le contrôle. Ok. Mais ça va poser problème à un moment dans le scénario. Voyant que la bataille est foutue, que Isabella
est prête à tuer les trois mortarques qui sont présents. Manfred, bien évidemment, vous le connaissez maintenant, Manfred, la grande victime et la grande pupute numéro 1 du monde de Warhammer du côté des hommes, va décider, après avoir tué le grand immonde qui avait tué Dracula avec l'aide de Luthor Harkon, voyant que sa créature s'est remise, Manfred va s'enfuir en décidant d'abandonner volontairement Vlad à son sort. Ce faisant, il s'envole avec sa créature en dehors de la fortification qui est totalement encerclée. Le seul truc, c'est que, comme je viens de vous le dire, il s'est battu aux côtés de Luthor Harkon, le pirate, qui vient de tuer le démon majeur qui a tué son capitaine. Ce qui fait que Harkon, comprenant que c'est foutu pour lui aussi, il saute au moment où Manfred s'envole avec sa créature et arrive à s'accrocher à la créature, ce qui fait que deux des mortarques sont en train de s'enfuir, laissant Vlad tout seul. Cependant, on parle de Manfred. Manfred, voyant que Harkon s'est accroché à sa créature, lui tranche le bras et jette Luthor Harkon dans les morts et les démons qui sont en dessous. Et s'enfuit encore plus vite. Ce qui fait que Luthor Harkon se retrouve avec un bras en moins, au milieu de démons et de morts vivants. Il libère sa frénésie, littéralement. Il devient un torrent de morts et de larmes, pardon. Et Luthor Harkon va donc faire un face-à-face avec Isabella von Karsheim, qui n'a pas encore démontré la totalité de son pouvoir, vu qu'elle n'a fait que liquéfier des Vargulf ou des Vargeist, des vampires plutôt précaires, primaires. C'est de l'arme aussi, voilà, c'est ça. Et Luthor Harkon va se faire défoncer par Isabella en une seule frame de combat. Parce qu'on t'explique que Manfred a propulsé Luthor Harkon du haut, de très haut, et que, alors que c'est un mort-vivant, ses os se brisent quand il tombe, et donc il a les jambes pétées. Et il tient debout parce qu'il plante son sabre dans le sol. Il arrive à combattre 2 fois, 1, 2, il est mis à terre, son sabre est au sol. Isabella lui coupe l'autre bras, ce qui fait que vous avez un Luthor Harkon sans bras, qui se fait littéralement soulever par Isabella et qui se fait liquéfier la tronche à bout portant. Luthor Harkon, terminé, détruit, définitivement. Est-ce qu'il y a des gens qui approuvent cet hors-champ et qui sont d'accord avec tous les joueurs d'AOS, vu que, comme ils disent, leur jeu est découlant de ça? Just a scratch. C'est ça. Mon petit Python sacré-graal, évidemment, bien sûr. On dirait une mauvaise blague. Un peu. Un peu. Ah non, tu nous mets pas dans ça. Ah si, je vous mets dedans, les Aosiens. Je vous mets complètement dedans. Mais à posteriori, on voulait un truc pour un débilus, tu m'étonnes. Isabella, c'est no way ce chapitre. Attendez, c'est pas fini. Hein. Vous pouvez pas nous laisser lui trancher un bras dans le JDR. Bah là, même avec un seul bras, il vous aurait fumé. Hein. Ce qui fait donc que Manfred vient de s'enfuir. Le sans-nom est toujours en vie. C'est un mort vivant, mais vous avez compris. Isabella vient de buter Luthor Harkon. Et Vlad est entièrement submergé de morts vivants. Eh bien, ce chapitre va se terminer... Enfin, pardon, cette bataille, parce qu'on en est qu'à la deuxième. Rappelez-vous que j'ai bien dit qu'il y en avait 3. Cette seconde bataille va prendre une tournure assez étrange au moment où Vlad, submergé de morts et de démons, va apercevoir le sans-nom.
Il va le voir. Merci Lord Karga, merci beaucoup pour ton prime. Merci d'avoir choisi cette chaîne, merci beaucoup. Il va apercevoir le sans nom. Mais en vrai, Naga, je veux pas se lever là. Attends, c'est indécent. Attends, vous êtes trop pressé. Vlad, voyant le sans nom, mais voyant surtout qui le sans nom possède, qui est donc, je le rappelle bien, Luthor Motherfucker Us, l'un des prêtres de Sigmar les plus puissants du lore. Merci Draka, merci beaucoup pour le follow, le sub, pardon, offert à la commune. Vlad mise tout d'un coup. Acculé, blessé, empoisonné, Vlad va balancer à la tronche du sans-nom qui possède Luthor Us. Vas-y Luthor Us, rebelle-toi, tu n'es qu'un lâche, ton dieu a pitié de toi, tu devrais être une flamme qui brûle les morts et les démons plutôt qu'être un jouet du chaos. Vlad, en effet, en appelle au pouvoir de Sigmar. Juste pour réveiller Luthor Us. Bien évidemment, ça ne suffira pas, parce que le sans-nom est trop fort. Et Vlad, sachant que le sans-nom n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir posséder un pouvoir de Mortark plus puissant que Luthor Us, donc le sien, celui-là de Vlad, eh bien, un discours shonen sérieux, il lui fait un discours shonen. Eh bien, Vlad a une idée. Comme il sait que le sans-nom n'est qu'un contrôleur, il désire tout contrôler. Il va invoquer en un fragment de pouvoir colossal qu'il a emmagasiné, je ne sais pas comment. Il va invoquer un nouveau sort de nécromancie, Vlad, pour relever tous les morts que le sans-nom n'a pas pris en compte. Il relève tous les morts et le sans-nom fait littéralement un Skaven entouré de Malpierre. Il va se jeter avec tout son pouvoir sur tous les morts que relève Vlad à ce moment-là. Et ça, ce sort que lance Vlad, le fait que le sans-nom se jette sur tous les morts qui sont en train de se relever pour en prendre le contrôle à la place de Vlad, et tu fais bien le Skaven, des années d'entraînement, poupiette. Et le fait que Luthor Us se rebelle, eh bien le prêtre guerrier de Sigmar va arriver à se rebeller. Et son esprit lui-même ne va devenir qu'une colonne de flammes sigmarites. Luthor Us, son esprit devient incandescent et il brûle de l'intérieur le sans-nom. Le sans-nom finit donc par brûler, être totalement détruit par Luthor Us qui se rebelle. Et Luthor Us, ayant repris le contrôle, possédé par un pouvoir incandescent incroyable, se met à combattre aux côtés de Vlad. Alors le roman te dit, ouais, il aime pas combattre à côté d'un vampire, mais les ennemis sont trop forts, il faut s'allier. Voilà. Et vous voyez ce duo impossible en termes de lore, mais c'est la fin des temps, tu peux accorder ça. Tu peux accorder parce que de toute façon ils sont plus que tous les deux, alors voilà. Il a juste laissé exploser son cosmos, c'est ça. Il n'avait pas pour projet d'en faire un animé, on dirait. Ouais. Pourquoi? Bah parce que c'est la fin des temps, donc tu peux au pire combattre le chaos pendant quelques minutes, tu vois. Salut Edibou. Duo sympa pour la fin des temps. Le duo est plutôt cool, Et en une seconde, tout s'arrête. Luthor Us se fait égorger d'une oreille à l'autre en une seule seconde par Isabella qui lui tombe dessus. Donc, Vlad se retrouve blessé, empoisonné, dépité, face à Isabella. Et il y a un échange du genre Vlad qui regarde Isabella, qui lui dit « Vous n'êtes plus celle que j'attends ». Isabella qui fait « De toute façon, vous avez été toujours un connard avec moi, toujours à me dominer ». Vlad qui dit « C'est faux, vous avez toujours été mon égal, c'est le démon en vous
Parce qu'elle est donc vraiment mort-vivante, elle est donc vraiment possédée. Hein. C'est le démon en vous qui vous met de faux souvenirs dans la tête. Isabella l'envoie chier en lui disant si vous ne vous soumettez pas à moi maintenant, et donc si vous, Vlad von Karstein, comte électeur de Sylvanie, vous ne vous soumettez pas au chaos maintenant, je vous tue. Et Vlad qui dit tout simplement je suis revenu, je suis déjà mort, je suis même revenu une seconde fois. C'est Naga, je rappelle qu'il l'a remis au goût du jour vu qu'il était tué, hein, sinon. Et Vlad lui dit j'étais revenu que pour une seule chose, pour vous, et vous n'êtes devenu rien. Et Isabella tue Vlad en une seconde. Elle le liquéfie. Voilà. C'est du Baudelaire. La magie! C'est ça la mort du plus puissant des contes vampires. Voilà. Voilà. Il se fait tuer par sa propre femme possédée par un démon qui en a rien à foutre de lui. Voilà. Voilà la mort de Vlad. Voilà la mort du personnage qui a été un fil rouge du côté des morts vivants depuis 4 livres. Ça règle les questions de divorce. Voilà, c'est ça. Je me souvenais d'une autre fin pour Vlad, mais je dois mélanger mes souvenirs. Ah, désolé, là, Knight, il est mort. Hein. C'est une fin de tournage pour Vlad. Ah, les femmes. Attention, on est en 2024, ça passe plus, ça. J'étais couché à écouter le stream, j'ai dû me relever pour dire ça. Sérieux, je vais me coucher. Synode, tiens bon, il reste une bataille. L'un des auteurs était en plein divorce, non? Ouais, c'est ça. C'est au-delà de nul. C'est une leçon de vie. Pourquoi tuer Vlad? Parce que bah c'est fini. Voilà. On est au dernier livre, hein, les gars. Hein. On est au dernier livre, là. C'est dingue quand même, d'une mauvaise idée pouvait quand même découler quelque chose de bien et ils en font rien. Ouais, ouais, ouais. Pas de compromis même devant la mort. Moi, j'ai aimé. Oui, mais c'est une aberration. C'est une aberration. Le tuer, mais quand même avec un peu de classe, quoi. Ouais, ouais, c'est n'importe quoi. Je m'attendais à au moins un dernier dialogue bien, quoi. Bah, c'était... Franchement, je ne vous ai pas menti, c'est vraiment ça, hein, le dialogue à la fin. Ce qui fait que le chaos qui vient d'envahir la Sylvanie à Instate One Frame One ne fait que gagner. Hein. Alors, d'accord, d'accord, allez, d'accord. Le chaos vient de perdre le sans-nom. Donc, il vient de perdre les morts-vivants. Les morts-vivants, pouf, retombent comme des petites feuilles. Mais il a toujours Isabella, mort-vivante, contrôlée par un démon de Nurgle. Il a toujours quelques démons de Nurgle. Et c'est là qu'arrivent les renforts. Ah. Ça faisait un chapitre qu'on n'avait pas entendu parler d'eux. Qui c'est-il donc qui vient rejoindre à ce moment-là l'Alliance? Qu'est-ce qui se passe? Le clan Scryer arrive. Ah là là, c'est quand même beau, hein. Des renforts, mais pourquoi faire, sérieux? Bah parce qu'ils n'ont plus le nombre, là, le chaos. Vu que le sans-nom est mort. Vu que le sans-nom est mort, là, le nombre, il est pour les morts vivants. Et qui c'est qui arrive? Les Skaven. Voilà. Les Skaven, avec ils quittent la griffe. Pour avoir de la masse. Un Deus Ex Skavenina. Oui, c'est ça, voilà. C'est le retour de l'association philatéliste des Poitou-Charentes, c'est littéralement ça. Allez les rats, j'ai rien suivi, fais pas attention à moi, pas de soucis, patafrag. New Challenger. Et c'est là que l'armée du pourrissement... Alors qu'on est d'accord, hein, on est d'accord que... Des Skaven alliés avec des démons de Nurgle. À
quel clan Skaven on pense tout de suite pour s'allier avec Nurgle? Voilà, on est d'accord, Arvedin. Le clan pestilien. Skrulk, on sait que Skrulk a survécu en plus. Donc, voilà, pestilien. Eh bien non. Ce qu'on aura là, c'est Ikit la Griffe, ainsi que sa cohorte de Skaven. Merci Deadpool pour le follow. Et cette alliance ne va ni plus ni moins qu'attaquer la pyramide noire de Nagash. Là où il y a tout le reste des morts-vivants contrôlés par Nagash, par Arcane, dirigé par Krell et Manfred, plus Neferata qui revient, on ne sait comment, pourquoi, parce que what the fuck. Et il attaque le chaos avec juste une mort-vivante possédée et des Skaven. Voilà. Voilà. Enfin, Nagash est là, ça promet du bon, non? Ça va être épique, hein? Voilà. Eh bien, cette bataille... voilà, il y a les rois des tombes aussi, hein. Il y a Khalida qui est là, hein, dans cette bataille. C'est du Nawak, hein. Vraiment, c'est l'armée des morts. D'accord? C'est l'armée de toute la mort. C'est les gardiens de la pyramide. Tu as des Ushabti avec des gardiens des tombes qui combattent aux côtés de Morghast, avec des Terrorgeist, des ghouls qui combattent aux côtés de guerriers squelettes néécariens. C'est ça la bataille que vous avez là, hein. C'est ça la bataille que vous avez. Eh bien, je vais juste vous mettre ça. Voilà. Je vais juste vous mettre ça pour représenter cette bataille. Voilà. Voilà donc, je pense, la très bonne représentation de cette bataille. Il n'y avait pas des halflings qui vendaient au milieu. Donc on est d'accord. Nagash, là, il est une des incarnations totales. D'accord? Il est... Alors c'est précisé dans le roman. Il est l'incarnation des vents de magie la plus puissante sur le monde. Égalé seulement, donc il a un égal, par Ariel. Enfin, pas Alariel dans cette version. Par celui de la vie. Vous avez les deux plus puissants sur Terre, des incarnations de vent, c'est la vie ou la mort à ce moment-là du jeu. À ce moment-là de l'histoire. Et Nagash, désirant, ne prenant même pas en compte le danger, orgueil complet de Nagash, ne prenant même pas en compte le danger que cette invasion provoque en Sylvanie, il envoie ses deux sous-fifres les plus sûrs et ses deux sous-fifres les moins sûrs, Neferata, Manfred, et il envoie Arcane et Krell, dont lui là il a conscience et il a confiance, pour détruire cette engeance qui approche, qui est une mort-vivante possédée. Une mort-vivante possédée qui, de base, au corps à corps, ne fait le poids contre aucun des quatre. Aucun des quatre. Neferata la bute, Manfred la défonce, Krell est capable de tuer même des rois nains, donc une petite vampirette à la base, il la bute. Et Arcane qui a un pouvoir magique juste énormissime. Au fait, Vlad mort, Manfred devient contre-lecteur, non? Non, mais l'Empire n'existe plus. L'Empire est fini, donc ça sert à rien. Ce qui fait que comment tu fais là? Comment tu fais en termes de scénario pour que la bataille ait quelque chose? Elle ait une importance même. Parce que là, techniquement, Nagash, il sort, il claque des doigts, il la défonce même. Vraiment. Cependant, Eh bien, Nagash, ne faisant rien, restant dans sa pyramide bien au chaud, va tout simplement laisser les autres faire. Manfred, bien évidemment durant cette bataille, ne va chercher qu'à une seule chose, en s'en mettre le plus possible de pouvoir dans les poches, ne faire rien pour aider Nagash. Krell va one by one un démon majeur et va se faire
tué en étant avalé par le démon majeur de Nurgle. Arcane, lui-même, va se faire doubler. Alors là, tenez-vous bien. Arcane. Arcane, l'un des plus puissants prêtres liches de l'histoire. Le premier lieutenant de Nagash. Un mec qui est tellement puissant. Arcane, il est décrit comme ça dans le premier livre, hein, donc je cite bien en plus la fin des temps. Arcane, il est capable de lire les pensées de tous les vampires qu'il croise, parce que son pouvoir nécromantique est plus grand qu'un pouvoir de vampire. Il est un lich. Il est plus puissant qu'un vampire. Arcane va avoir une puissance incommensurable magique face à Isabella. Sauf que Isabella est protégée par le saint dieu du scénario de Nurgle. Et au moment où Arcane va utiliser de la magie non pas mort-vivante, mais de la magie nécarienne, donc de la magie qui ressemble plus à de la magie solaire, qui serait donc dangereuse même pour lui, Arcane va commencer à prendre le dessus. Contre Isabella, la booster. Et Isabella, parce que ce n'est pas une fille ramenée à la vie possédée par Nurgle, Nurgle a ramené à la vie une vampire mort-vivante qui a eu ses enseignements de Vlad. Vlad, qui je le rappelle bien, est un ancien nécarien. Au moment où Arcane utilise ses pouvoirs, Isabella se rappelle de comment utiliser cette magie-là. Et par le pouvoir du scénario, retourne son sort contre Arcane. Parce que elle le touche, elle commence à le faire se liquéfier, et Arcane abandonne le contrôle de son sort pour aspirer l'énergie de la mort et contrer le fléau de Nurgle qui l'envahit. Et Arcane se fait défoncer à ce moment-là. Krell vaincu, Arcane vaincu, Manfred et Neferata qui ne font rien. Je crois que Neferata se barre pendant la bataille. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je mange mon slip là, c'est trop. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ça y est, il a plus le choix. Enfin, Nagash sort de sa pyramide. Salut, Front Rouge. Non, t'as rien en paix. Nagash sort enfin de sa pyramide à ce moment-là. Il pète un câble, littéralement. Il voit que son meilleur lieutenant et son meilleur général a perdu, est en train de reculer. Manfred ne fait rien, Neferata pareil, il le laisse sans se faire chier. Nagash va balayer les démons en quelques secondes, tellement sa puissance est grosse. Imaginez que le démon majeur qui vient de battre Krell et de l'avaler, quand il voit Nagash sortir et lui foncer dessus, parce qu'il est censé être le protecteur de Isabella, le gros démon, il fait « Ouh !» C'est un peu comme le même du bébé qui rentre dans la pièce et qui repart en courant, tu vois. Et ben c'est littéralement ça, le gros grand immonde, il se barre et il laisse Isabella toute seule, qui a fait son office, donc que Nurgle abandonne littéralement. Et Nagash bannit les démons en quelques secondes et se saisit d'Isabella en lui disant « Vous n'êtes qu'une traîtresse. » Merci Stukov pour le follow. Il ne dit pas ça, Nagash. Il domine complètement Isabella. Tu vois qu'elle ne fera plus rien. Elle va mourir à ce moment-là. Et Nagash lui fait « Comment oses-tu, comment tes maîtres et toi oses-tu me dominer, enfin me menacer, ne pas être invité pour venir en Sylvanie, me lancer un défi? N'êtes-vous que cela, un défi ?» Et là, Isabella va balancer un regard à Nagash. Donc je vous remets l'image. Nagash, le dominant, va avoir les yeux de Isabella qui se plongent en lui. Et Isabella va lui répondre, Nagash lui ayant posé la question « Qu'est-ce que vous êtes à part un simple défi ?» Isabella lui dit « Une diversion. »
Et c'est là que Nagash se retourne vers la pyramide noire et les Skaven de Ikit-la-Griffe ont explosé l'intégralité de la pyramide noire. La magie! Et du premier coup, encore une fois, la pyramide noire, le centre névralgique de l'énergie de la mort, le pouvoir tout puissant de Nagash pour qu'il devienne un dieu, explose sous ses yeux parce que les Skaven ne pouvaient pas faire péter la pyramide et ne pouvaient pas investir la pyramide pendant que Nagash était dedans, de peur d'être découvert. Et la pyramide noire, elle n'est pas censée l'éviter. C'est les Skaven, les Skaven ont littéralement des téléporteurs. Hein. Je n'ai même pas envie de vous en parler, en fait. Sans spoiler, ça arrive souvent à AOS, ça. Ouais, mais là, c'est pas AOS, là. C'est pas AOS. Normalement, les Skaven ne pourraient même pas toucher la pyramide noire tellement elle est gorgée d'énergie de la mort. En vrai, les ventes de magie de la mort se libèrent partout, non? Eh bien non. À ce moment-là, la pyramide noire explose. Le projet de Nagash, qui était de ne faire qu'emmagasiner jusqu'à la dernière seconde toute la parcelle de magie de la mort pour devenir plus puissant que les dieux du chaos et donc les tuer, ne pourra donc jamais être réalisé. Nagash va bousiller tout ce qu'il y a autour de lui de fureur. Et cependant, il reste l'incarnation du vent de la mort. Donc l'énergie du vent de la mort va toujours en lui. Il reste une incarnation, mais là, à partir de là, il ne peut plus augmenter son pouvoir. Ce qui fait que Manfred, qui a survécu à tout ce qui s'est passé, alors vraiment, je suis désolé, hein, mais je ne sais même pas s'il tue Isabella à ce moment-là ou pas. Je m'en souviens plus, et franchement, j'en ai rien à foutre. J'en ai plus rien à faire, vraiment. Et en fait, Nagash, privé de sa pyramide, ayant détruit les ennemis sont rentrés chez lui, mais ses ennemis ayant donc détruit son domaine, vu que là, la Sylvanie, elle n'a plus le pouvoir de la mort qui s'imbrègne dans son sol, vu que la pyramide est détruite, eh bien Nagash, il est où Cetra? Il est mort depuis longtemps. Enfin pardon, il n'est pas mort depuis longtemps, mais il est quelque part depuis longtemps, il ne fera plus rien. Eh bien, Nagash va simplement relever Krell et relever Arcane par... La magie! mais genre, il les relève de dégoût. Parce que Arcane et Krell ont échoué. Ils n'ont pas protégé la pyramide. Ils ont échoué à battre Isabella. Donc, il les relève, mais parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'en fait, la Nagash, il sait qu'il vient de se faire... L'elfe vampire, elle devient quoi? Même pas citée. Elle dira même pas citée. Khalida, elle n'apparaît même pas pendant la bataille. Hein. Elle est juste citée au tout début du chapitre. Et en gros, Nagash, Manfred et les derniers qu'il possède en termes de pouvoir, Arcane et Krell, eh bien, prennent la décision qu'au final, le plan de Nagash était bien foireux, qu'il n'avait pas de chance. Dommage, il aurait pu gagner, mais au final, là, il est obligé d'aller au plan de départ. Un plan de départ que Teclis lui avait proposé apparemment il y a des années. Donc, encore une fois, Teclis qui s'était allié à Nagash et à tout ce qui pouvait faire incarnation de vent pour pouvoir combattre le chaos, de terribles choix et de terribles traîtrises pour tenter de sauver le monde. Eh bien, Nagash décide que Nagash, le pouvoir vivant de la mort, va se diriger vers son antithèse sur Terre pour proposer une alliance et se dirige donc en quittant la Sylvanie. Il laisse derrière en protectrice de la Sylvanie qui a plus de remparts, plus de pyramides, qui a plus de vampires véritablement, qui est plus une terre de roi des tombes. C'est vraiment décrit comme ça, c'est plus devenu une terre de roi des tombes maintenant. Il laisse la Sylvanie à Neferata, crachant un ultime molar à la tronche de Manfred, et emmène Manfred avec lui, avec Arcane et avec Krell, et se dirige vers Athel-Lorraine pour passer une alliance.
Voilà. Voilà le deuxième chapitre